La seule chose qui t'intéresse, c'est les actes. C'est les actes. D'accord, ok. Et un Moi, homme... avec qui tu dors, je m'en fous. Qui tu pries, je m'en fous. C'est qu'est-ce que tu mets comme acte fort pour la communauté. Pour moi, être africain, c'est défendre son africanité, assumer son africanité. Et ta spiritualité ou ta religion n'enlève en rien ton africanité. Si par contre, être musulman, c'est défendre les intérêts des Arabes, là, dans ce cas-là, tu m'intéresses pas. Moi, le couple mixte n'est pas un frein. Ce qui est un frein, c'est toi, tes complexes, tes incertitudes, tes croyances limitantes. Le frein, il est d'abord interne, hein, il n'est pas externe. Moi, je pars du principe qu'un sportif peut prendre la parole. Bien sûr. Un artiste peut prendre la parole. Si ce qu'il dit est pertinent, il est pertinent. Que t'aies un diplôme, t'es pas de diplôme. Pour moi, la pertinence, t'as pas de diplôme. Mais, en France, on veut compartimenter les gens. T'es sportif, t'es artiste, bah tu te fermes ta bouche. T'es politique, tu peux parler. Et si tu sors de ces cases-là, on tombe dessus. En disant, tu te prends pour qui? Gérer un business, c'est déjà du boulot. Et en plus, il faut faire du marketing. Vous passez des heures à essayer d'écrire des publications et créer du contenu, et personne ne réagit. Avec Copilly, plus besoin de réfléchir. En un clic, notre IA génère des posts, des pubs, des descriptions qui attirent l'attention et font vendre. Vos posts sont percutants. Votre business attire plus de clients, et vous gagnez du temps. Essayez Copilly dès maintenant et faites décoller votre business sans effort. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copilly.io. Macaque. Tu sais que ça, c'est un mot qui fait couler beaucoup d'encre quand même. J'étais pas au courant, moi. Ah ben, je t'informe. J'étais pas au courant, moi. Dans les coulisses, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que tu ne trouves pas que ce titre comme livre, c'est un peu fort? Surtout pour ce que tu représentes. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. En fait, moi, je suis lassé des gens qui vont s'indigner de choses qui, selon moi, sont vraiment secondaires. Et pour moi, le fait d'avoir des gens qui s'indignent de ça, ça me montre à quel point dans leur vie, leur degré d'importance n'est pas le même que le mien. C'est-à-dire, si tu t'indignes d'un mot comme macaque, Oui. alors que c'est un outil pour attirer l'attention et pour pouvoir ensuite échanger sur des problématiques qui nous concernent, c'est que tu n'as rien compris en réalité, que t'es pas la cible, t'es pas ma cible. Mais est-ce que quelque part, ça ne te coupe pas d'une certaine audience de choisir un titre comme celui-là, qui pourrait heurter au premier abord? Si t'es heurté pour ça, mon Ouais. frère, défenestre-toi du 30e étage, parce que la suite va être violente. Ah ouais. Mais si t'es heurté par le mot macaque, et que t'es pas en capacité d'aller au-delà et de comprendre la démarche qui est la mienne et de t'interroger sur la stratégie, je peux pas parler avec toi. Mais par macaque, qu'est-ce que tu entends par là? Macaque, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Oui. c'est des comportements c'est du renoncement. C'est quand tu fais le petit nègre. Oui. C'est quand tu te couches. C'est quand tu fais le soumis. Mm. Tu te comportes comme un macaque, c'est-à-dire que t'as pas de dignité et tu fais des choix qui sont contraires à tes intérêts. Par exemple. Par exemple, quand tu acceptes sur ton territoire une base militaire étrangère Oui. et que ça te dérange pas, et que dans ton pays, dans ta capitale, on a des puissances étrangères, en l'occurrence la France qui se balade avec des militaires Kalachnikov à la main, M16 à la main, dans ton propre pays, t'es un petit nègre. Est-ce que tu penses qu'ils ont le choix? Je pense qu'on a toujours le choix. Mm. On a toujours le choix. Le choix entre crever et vivre. Ouais. Donc pour toi, tu préférerais crever? Moi, je préfère me trancher la gorge, mon frère. Et moi, j'aimerais bien interroger ce livre-là. Dans ce livre-là, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant? Ce livre-là, c'est juste un partage de mon expérience, un partage de ma vision de certaines choses, un échange entre moi-même et les personnes qui apprécient ce que je dis, les personnes qui me suivent. Donc c'est une discussion, c'est une conversation sur papier, c'est une conversation dans un bouquin. Oui. Et pourquoi tu veux le sortir? C'est quoi le but derrière? C'est de réveiller un maximum de personnes. Et tu trouves que les gens dorment? Beaucoup.
trouves pas que c'est prétentieux de dire que toi, avec ton livre, tu vas réveiller beaucoup de gens? Non, c'est pas prétentieux, c'est une ambition. Ah, ok. C'est une ambition. D'accord. Et derrière un livre comme celui-là, au-delà de réveiller, moi j'aimerais savoir pourquoi il n'est toujours pas sorti. Parce que j'ai retardé à chaque fois l'accomplissement et l'aboutissement de cet ouvrage, puisque je me suis engagé sur des projets Mhm. et que j'avais des opportunités et j'avais des projets que j'estimais beaucoup plus urgents en termes de priorité, donc j'ai dû faire un arbitrage. Donc tu trouves que réveiller, c'est moins prioritaire que les autres projets? Non, c'est pas du tout ça, parce que je réveille via les interviews, via les apparitions vidéo dans lesquelles on peut me retrouver. Donc je suis toujours en train de stimuler, d'interpeller les nôtres. Hmm. Ok. Et quand tu dis macaque, tu te mets dedans ou pas? Non, Comment ça? moi, je suis pas un macaque, moi. Ah oui? Non. Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu n'es pas un macaque? La vie que je mène, les choix que je fais, Comme quel choix? mes choix économiques, mes Mhm. choix philosophiques, euh, comment je dépense mon argent, Oh. comment je dépense mon intelligence, mon énergie, ce que j'apporte à la communauté. Bon, de manière concrète, qu'est-ce que un non-macaque, comment est-ce qu'un non-macaque dépense son argent? Ou devrait dépenser son argent? En priorisant d'abord les siens, C'est-à-dire, en français C'est-à-dire- facile, moi vraiment qu'on parle du terre à terre. c'est-à-dire en soutenant des commerces qui appartiennent à des femmes et des hommes de notre communauté. Et tu penses que dans la communauté, on ne le fait pas assez? On le fait pas assez. Comment on devrait le faire si tu trouves qu'on ne le fait pas assez? Parce que est-ce qu'on doit soutenir la communauté au détriment de la qualité? Parce que c'est souvent ce qui a avancé aussi. Non, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses de la qualité. C'était valable il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Ouais. Mais aujourd'hui, on a des femmes et des hommes dans tous les compartiments qui font de l'excellent travail. Mm. On a au Ramaré, on a les marques de vêtements, on a Imi, Kimi, Oui. les studios d'enregistrement, on a Valère et son équipe. Mm. Les parfums, on a ce qu'il faut aussi. On a des femmes et des hommes dans tous les compartiments aujourd'hui qui font de l'excellent travail et qui proposent de la qualité. Et d'aucuns, justement, trouvent que parfois, les produits de la communauté sont beaucoup plus chers que les autres produits, compte tenu du fait qu'il n'y a pas cette industrialisation qui est réalisée. Et du coup, voilà pourquoi ils ont tendance à se retourner vers les produits des autres. Non, mais que le prix puisse être un problème, ça je l'entends. Mm. Mais en réalité, le prix, bien souvent, tu peux payer en plusieurs fois ou tu peux prendre moins de quantité. Oui, mais ça reste toujours un prix plus élevé. Toujours. Oui. Mais au moins, tu as un produit de meilleure qualité, de meilleure facture. Parce que tu estimes que ceux qui sont dans les produits de la communauté sont meilleurs que ceux des autres? Parfois, les produits de la communauté sont meilleurs. Comme lequel, par exemple? Bah, tu regardes, moi j'utilise beaucoup la crème au Ramaré. Oui. Tu vois. J'ai mon beurre de karité. Oui. Un beurre de karité qui est pur. Oui. Quand tu vois ce qui est proposé de temps en temps en termes de beurre de karité dans certaines pharmacies, dans certains centres commerciaux, on est sur des produits qui sont industriels, Mm. avec des composants qui ont été rajoutés, qui sont pas spécialement bons pour la peau, tu vois. Hmm. D'accord, ok. Et au-delà de ça, puisqu'on est parti sur le volet économique, comment est-ce qu'un non-macaque devrait philosopher? En fait, moi je suis pas là pour dire aux gens philosophez pas. Mais je pense que aujourd'hui, on a un pouvoir de décision avec notre pouvoir d'achat. Oui. Donc, on peut décider d'être cohérent en matière de soutien. On peut décider d'être cohérent en matière de consommation. Mm. Tu vois, moi, j'ai vu Zion, le film. Oui. J'ai vu Fanon, le film. Oui. C'est des films que je recommande. Oui. J'incite les femmes et les hommes à les regarder parce que c'est des très bons films qui ont été réalisés par des frères de la communauté. Et pour moi, c'est important d'aller au cinéma, de payer mes places, de parler de ces films autour de moi et d'inciter un maximum de personnes à aller les regarder. Oui. Ça passe par là. Donc tant qu'on n'a pas compris que, au lieu de faire de la promotion pour des grandes marques qui bien souvent ne nous respectent pas, Oui. nous devons d'abord nous soutenir entre nous. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Je te rejoins tout à fait. Et
Aujourd'hui, tu parles de ça, on en a plus ou moins conscience, tout le monde le sait plus ou moins. Mais selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que les gens, les gens de la communauté ont très souvent tendance encore à retourner consommer chez les autres? Parce que c'est décomplexé. Tu poses le pied dans exactement là où je voulais t'amener. Parce qu'ils sont complexés. Et complexé par quoi? Complexés parce qu'ils veulent être validés par le système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est tu dois t'habiller en costume cravate d'une marque européenne, tu dois porter des vêtements d'une marque européenne ou occidentale, et tu dois soutenir toutes ces industries qu'on nous met à la télé matin, midi, soir, tu vois. Et est-ce que tu trouves que ce complexe-là se retrouve aussi dans les relations intimes, homme-femme? Oui. Comment ça se manifeste selon toi? Ça se manifeste quand tu fréquentes une personne Oui. qui t'éloigne de ton africanité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu peux être en couple avec une femme ou être en couple avec un homme Oui. qui va te faire comprendre que l'Afrique, c'est pas intéressant. Ouais. L'Afrique, c'est un continent maudit. Ouais. Arrête avec tes histoires de tes ancêtres. Et qui va te freiner dans tes ambitions, dans tes projets par rapport à ton continent, par rapport à la diaspora et par rapport aux initiatives qui existent. Et pour un noir ou une noire qui est dans ce genre de contexte-là, qu'est-ce que tu recommanderais? C'est la séparation tout de suite ou d'amener l'autre à la rejoindre dans sa manière de voir les choses? Parce que des fois aussi, c'est l'ignorance. En fait, ça dépend. Si la personne, elle est face à quelqu'un qui est obtus, qui n'accepte aucune remise en question, Ouais. et qui n'est pas encline à travailler sur elle-même et à interroger ses propres limites pour se laisser surprendre par la richesse de notre diaspora, la richesse de notre continent, la richesse de notre histoire, à ce moment-là, oui, si on a une personne en face qui est fermée, en ce cas-là, on s'en va. Ouais. Mais quand on a quelqu'un qui est curieux, qui est volontaire, qui a envie d'apprendre, c'est bien de l'initier, c'est bien de lui apporter un certain nombre de savoirs, de connaissances sur ce que nous sommes et sur notre histoire. Donc tout dépend de l'état d'esprit de l'autre en réalité. Il n'y a pas de vérité, c'est du cas par cas. Ouais. Et qu'est-ce qui explique le fait que, bon, par exemple, on se rend compte très souvent que des grands sportifs noirs de la communauté se retrouvent en couple mixte. Quelle est l'interprétation que toi tu fais de ça? Est-ce que ce sera aussi le fruit d'un complexe? Ça dépend. Dépend lesquels. Vous avez des sportifs noirs qui sont très complexés, d'autres qui ne le sont pas. Donc ça dépend les rencontres. Moi, j'ai la chance de connaître des sportifs dans leur intimité. Il y en a beaucoup qui sont très, très au fait de la culture afro, qui sont très au fait de notre réalité en tant que diaspora, qui soutiennent massivement des projets, qui font des dons, qui apportent de la logistique, qui mettent à profit leurs moyens et qui font pas de bruit. Mais est-ce pour autant que tu penses qu'il n'y a pas ce complexe-là, en ce sens où on connaît bien des gens qui veulent bien vous aider, mais à distance? C'est-à-dire, OK, je veux bien vous aider, c'est pas forcément un complexe, c'est parce qu'il y a des contrats, c'est parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont considérables et qui peuvent pas tout mettre à mal. Ils peuvent pas mettre leur contrat en porte-à-faux pour une cause. D'accord. Moi, je les comprends. Chacun a sa destinée. Oui. Et justement, je vais aller plus loin. J'ai souvent rencontré ce cas-là des hommes ou des femmes qui vont se mettre avec un blanc, un blanc ou une blanche, parce que le fait de se mettre avec un blanc ou une blanche, ça leur permet de se sentir supérieur, malgré le fait qu'ils contribuent fortement à l'épanouissement de la communauté. Mais ça, c'est des gens... Déjà, si tu te mets avec l'autre en pensant que l'autre va te rendre supérieur, déjà, tu as un problème. Parce que pour moi, supérieur à qui par rapport à quoi? Tu vas mourir, tu as du sang qui coule dans tes veines, tu es supérieur en quoi? Tu as une espérance de vie de 800 ans? En quoi tu es supérieur? Et la supériorité, elle est à quoi? Parce que tu es avec une femme blanche, tu vas forcément être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus heureux. Donc c'est quoi la supériorité? Elle se situe à quel niveau? Le sentiment d'appartenir à la classe qui serait érigée comme étant celle qui est supérieure aux autres. Mais c'est pas une femme qui te fait appartenir à une classe. Ce qui te fait appartenir à une classe, c'est ton porte-monnaie et ta culture. Alors, tout c'est qu'on peut t'assimiler. Capital économique et capital social, comme disait Bourdieu. C'est ces deux capitaux qui te permettent d'intégrer une classe. Si tu veux intégrer la bourgeoisie, pour intégrer la bourgeoisie, il faut de l'argent
Et il faut un capital culturel assez élevé. Il faut avoir lu des livres, il faut avoir fait des expositions, avoir été au musée. Il y a un certain nombre de prérequis à avoir pour intégrer la bourgeoisie. Mais tu n'intègres pas la bourgeoisie parce que tu te mets en couple avec une femme blanche. Ouais, peut-être parce qu'elle va te parrainer, entre Non. guillemets. Non, parce que tu peux être en couple avec une femme blanche. Premièrement, c'est pas pour autant qu'elle est bourgeoise, Oui, on est d'accord. parce que tous les blancs ne sont pas des bourgeois. Mm, mm, mm. Et ensuite, qu'est-ce qui prouve que elle a les codes? Et ensuite, si jamais elle a les codes, c'est pas par mariage qu'on transmet des codes. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je dis ça parce que il y a ce n'est pas qu'une seule, il y en a plusieurs sœurs de la communauté qui disent à Mon Dieu Vision que c'est quand ils se sont mis avec une femme ou un homme de l'autre sexe que leurs activités ont explosé. De l'autre sexe, Oui, ben de l'autre couleur, je préfère dire comme ça. je sais pas. Sincèrement, moi, je regarde autour de moi, je vois les couples qui existent, je vois les fonctionnements. Déjà, moi, je fréquente beaucoup d'hommes Ouais. qui sont dans des couples mixtes, Mm. mais qui étaient déjà puissants avant le couple mixte. Mm. Et le couple mixte n'a jamais été un obstacle, n'a jamais été un frein dans leur ascension et dans leur travail. Donc, je pense à un ami qui habite sur Nantes, dont je tairai le nom, qui est marié avec une maghrébine. Il est kiné. Avant même qu'il soit marié avec cette femme, on se connaissait déjà. Il était ambitieux. C'est un ancien sportif de haut niveau qui s'est converti en tant que kiné. Et le mariage qui a été le sien ne l'a pas freiné, bien au contraire. Sa femme, elle est un soutien, sa femme, elle est là pour lui. Et aujourd'hui, il a des projets avec son pays d'origine qui est le Sénégal, et ça se passe très bien pour lui. Mm. Donc, pour moi, c'est un débat pour ceux qui sont complexés, Ouais. parce qu'il y a des hommes qui sont complexés et qui, du coup, vont prendre la femme arabe ou la femme blanche comme tremplin, comme trophée. Mm. Ça existe, hein. Ouais. Faut pas avoir peur de le dire. C'est une réalité, et eux... moi, j'ai rien à leur dire, moi, en réalité, parce que je ne m'intéresse pas à ces gens-là. C'est complexé, ils ne m'intéressent pas. Et après, il y a ces hommes qui sont heureux en ménage, qui sont motivés, qui sont déterminés, quand bien même ils sont en couple mixte, et qui font des grandes choses. Donc, pour moi, le couple mixte n'est pas un frein. Mm. Ce qui est un frein, c'est toi, tes complexes, tes incertitudes, tes croyances limitantes. Le frein, il est d'abord interne, hein, il n'est pas externe. Oui, on est d'accord. Et toujours pour continuer avec le terme macaque, comment est-ce que un homme macaque devrait vivre sa spiritualité, d'après la philosophie du livre que tu es en train d'écrire? Mais moi, j'ai pas d'injonction. Non, je suis d'accord, mais tu véhicules quand même une manière de voir le monde. Ouais, Justement. mais moi, par rapport aux religions, j'ai Tu as toujours- parlé de spiritualité par religion. par rapport aux spiritualités et par rapport aux croyances des uns et des autres, Ouais. j'ai toujours dit, tant que vous êtes heureux dans ce que vous faites, le plus important, c'est votre épanouissement, c'est votre bien-être. Parce que je ne peux pas sonder les âmes, sonder les reins, pour savoir comment vous vous sentez, pour savoir comment vous vivez votre spiritualité. Donc moi, le critère, c'est le bien-être. Est-ce que tu es heureux dans ce que tu es, dans ce que tu vis? Est-ce que la spiritualité qui est la tienne te permet d'être en paix, de vivre de façon harmonieuse avec les tiens? C'est tout ce qui m'intéresse. Après, qui tu pries, dans quelle direction, à quelle heure, ça ne me regarde pas. Ok, bon, chacun fait comme il veut, quoi. Chacun fait comme il veut. La seule chose qui t'intéresse, c'est les actes. C'est les actes. D'accord, ok. Et un Moi, homme... avec qui tu dors, je m'en fous. Oui. Qui tu pries, je m'en fous. C'est qu'est-ce que tu mets comme acte fort pour la communauté. Qu'est-ce que tu crées comme situation de performance, si tu crées un espace photo, un studio d'enregistrement, si tu crées une marque de vêtements qui va permettre de recruter des femmes noires, des hommes noirs sans discrimination, de leur créer de l'emploi, de leur donner de la valeur, de leur apprendre un métier, si tu ouvres un restaurant où on a des plats de chez nous, une cuisine de chez nous qui est valorisée, avec des emplois qui sont créés, qui permettent à des femmes et des hommes noirs de travailler. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Parce que je sais que ça a de l'impact dans la vie des gens. Ça permet à des gens qui étaient parfois même discriminés d'avoir une porte de sortie, d'avoir une issue de secours favorable, de payer leurs études, de payer leur loyer. Et moi, c'est ça qui me donne de l'énergie. Mais est-ce que ça ne serait pas une forme de racisme anti-blanc, ça? Cette manière de raisonner? Non. Parce que en recrutant les tiens, tu fermes pas la porte aux autres.
Non, parce que dans ton discours, j'ai cru comprendre qu'il y avait cette notion d'ouvrir un business qui va permettre de recruter d'autres Noirs. Est-ce qu'on se rentre dans un recrutement en fonction de la couleur de peau plutôt qu'en fonction de la couleur? Mon recrutement, dans toutes mes activités, mon recrutement, il n'est pas sur la couleur de peau, il est sur la performance. Oui. C'est-à-dire, quand on m'envoie des profils, c'est pas la couleur de peau qui m'intéresse, c'est la performance. Ce qui veut dire que je peux prendre un blanc, un arabe, un noir. Contrairement aux personnes qui discriminent les noirs, moi, j'ai pas de hiérarchie dans mon esprit. Moi, j'ai pas été élevé avec Gobineau. J'ai pas été élevé avec Montesquieu, j'ai pas été élevé avec Voltaire, qui étaient des racistes notoires. J'ai pas été élevé avec Jules Ferry. Moi, la hiérarchie des races, c'est pas ce qui m'a construit en tant qu'être humain. Donc, je ne pratique pas le racisme, moi. Moi, je prends une femme, un homme pour sa performance. Imaginons que tu es entrepreneur, investisseur et tout ce qui va avec. Imaginons que tu as ta boîte et tu te retrouves à la tête d'une boîte où tu as 90 à 95% de tes collaborateurs, tes employés, qui sont que des blancs. Ça t'interpelle ou pas du tout? Non. D'accord. Ok. Est-ce que je suis employé de la boîte? Non, c'est toi le boss. Mais je suis propriétaire de la boîte. Oui, c'est ça, oui. Ça me dérange pas. D'accord, ok. Donc, et au-delà de ça, comment est-ce qu'un non-macaque devrait analyser le conflit entre le Congo et le Rwanda? En fait, le conflit entre le Congo et le Rwanda, ou le Rwanda et le Congo, peu importe le sens dans lequel on le dit, c'est un conflit qui a une trentaine d'années, pour comprendre. Et c'est un conflit qui existe parce qu'il y a un rapport de prédation. Ouais. De manière un peu brutale, si cette région de l'Est de la RDC était pauvre, il n'y aurait pas de conflit. Parce que les massacres, les pillages, les viols, les assassinats, toutes ces atrocités sont commises dans un but de récupérer la possession du sol et du sous-sol, de pouvoir extraire les matières premières qu'on retrouve dans cette région. Donc c'est d'abord de l'argent. Ouais, les guerres sont économiques d'abord. C'est de l'argent, ni plus ni moins. Et la puissance du Rwanda repose sur la faiblesse de l'État congolais qui dure depuis une trentaine d'années. Parce que c'est quand même un pays avec 100 millions d'habitants et qui n'est pas en capacité d'avoir une armée digne de ce nom et qui n'est pas en capacité de produire une puissance militaire et d'avoir une force contraignante et dissuasive au niveau de ses frontières. Donc c'est d'abord un échec de l'État congolais, avec la complicité des pays occidentaux qui soutiennent le Rwanda. Parce que le Rwanda, tout petit pays qu'il est, n'agit pas seul. On est d'accord. Donc le Rwanda vole et les Occidentaux sont des receleurs puisqu'ils achètent des produits, des matières premières qu'ils savent voler, mais ça ne les dérange pas d'acheter. Et est-ce que tu dirais... Il n'y a pas que les Occidentaux, parce qu'il y a aussi le monde, le Golfe, il y a aussi l'Asie, avec la Chine et l'Inde, beaucoup de pays qui sont complices et qui consomment les produits qui viennent de situations de massacres et de viols. Et est-ce que tu considérerais alors que, on dit que de toute façon, pour que ce soit possible, il faut aussi qu'à l'intérieur, il y ait des problèmes, à l'intérieur du pays, du Congo. Bon, maintenant, est-ce que tu considérerais les dirigeants du Congo comme des macaques, eux aussi? Moi, je vais pas dire que c'est des macaques dans la mesure où les choses sont complexes pour certains. C'est-à-dire qu'il y a différents profils. Il y a les responsables politiques qui font comme ils peuvent pour changer les choses, qui sont sincères, j'en connais. Donc eux, ils sont respectables et eux, il faut leur donner du soutien, de l'amour. Et il y a ceux qui sont des vendus, des corrompus, qui sont des macaques, des petits nègres, vraiment des gens que l'histoire aura oubliés et qui, pour le coup, eux, sont des complices. Eux, ils n'en ont rien à faire du Congo. Eux, ce qu'ils pensent, c'est juste remplir leur compte en banque, gagner de l'argent sur des marchés. Mais le Congo en tant que tel, ce pays incroyable, ce pays d'une richesse inouïe, autant sur le volet humain, puisqu'on a quand même 100 millions d'habitants, sans compter la diaspora. Donc on a une force vive incroyable, avec une jeunesse époustouflante. Autant après, dans les matières premières, il y a de quoi faire avec les RDC. Moi, je dis pas ça parce que je suis congolais, je dis ça de manière objective.
C'est un pays qui est tout simplement exceptionnel. Mais D'accord. vraiment. Hmm. Ok. Ok. Et est-ce que par le passé, est-ce que par le passé, tu as été macaque, toi aussi? Ouais, quand j'étais plus jeune, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des gens, j'ai lu des livres, j'ai voyagé. Non, mais je dis, comment tu es devenu macaque dans un premier temps? Non, mais j'étais macaque parce que j'avais le sentiment que... euh, Après, moi, c'était pas une grande période, hein, Hmm. tu vois. Mais mes 10 ans à mes 11 ans, 12 ans, j'étais encore là à me défriser les cheveux. Hmm. Et pourquoi? Pourquoi je te défrisais les cheveux? Mais parce que je voulais mettre du gel, Hmm. tu vois. Je voulais mettre du gel. Oui. Et Et, j'avais le sentiment qu'en ayant les cheveux défrisés, j'étais plus frais. hmm. Je voulais ressembler au blanc, tu vois. Hmm. Et qu'est-ce qui a changé? Il s'est passé quoi? C'était quoi le Les déclic? lectures de mes... Si tu veux, 10 ans, je commence à lire Malcolm X. Je Mais déjà, commence... comment tu fais la rencontre de Malcolm X? Pourquoi je t'intéresse à Dans la ce... bibliothèque de mon quartier, Oui, il y avait le bouquin de Malcolm X, en bas de mon quartier. oui. J'allais à la bibliothèque régulièrement, j'allais faire mes devoirs, et là, je tombe sur son bouquin. Et là, je commence à lire. Je comprends pas tout, mais je commence à lire. Mais pourquoi ce livre en particulier? Pourquoi pas un autre livre? Pourquoi celui de Parce Malcolm qu'il X? était là. Ok. Il était là, et c'est pour ça que j'ai créé la librairie africaine, parce que moi, c'est les livres qui m'ont sauvé, tu vois. Hmm. Hmm. C'est les lectures qui m'ont permis d'être là, où je suis aujourd'hui. Et, Donc, Malcolm X était là, j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai pris une claque. Après, j'ai commencé à arrêter mes comportements de petit nègre. J'ai commencé à arrêter les défrisages, j'ai commencé à arrêter le dénigrement de soi. Et j'ai basculé dans l'affirmation de soi, dans l'acceptation de soi, dans l'amour de soi. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans, tu vois. hmm. Et selon toi, qu'est-ce qui explique le fait que d'autres, je vais dire d'autres membres de la communauté qui étaient plus ou moins dans le même quartier que toi, ne soient pas intéressés à ces livres-là, ce type de lecture-là? Ça, c'est après, c'est en fonction de la curiosité, c'est en Hmm. fonction des choix de vie, des moments d'existence. Parce que tu peux avoir des moments où tu as encore besoin de te prouver des choses avec tes camarades, tes copains dehors. Donc la lecture, c'est pas une priorité pour toi. Hmm. Après, tu as d'autres moments dans ta vie où tu te dis oui, je prends le temps de lire parce que là, j'ai besoin de connaître un peu mon histoire, connaître la vie des femmes et des hommes qui sont des sources d'inspiration. Donc ça dépend de ton degré de curiosité, ton envie de t'accomplir ou pas en tant qu'homme. Moi, j'avais besoin de comprendre. À cet âge-là, je te posais déjà ces questions? À 10 ans, oui. Je te posais quoi comme question à 10 ans? C'est quoi d'être noir? Ah oui. Mais Ouais. d'où te vient une question comme celle-là? C'est quoi d'être noir? Mais parce que t'as 10 ans, t'es dans des logiques familiales, personnelles qui sont compliquées. Moi, mes parents, ils étaient en plein divorce. Hmm. Donc j'étais dans une configuration où ma famille était en train d'éclater. Donc tu te poses des questions par rapport au sens de la famille. Tu te dis, bon, si c'est ça être parent, franchement, c'est pas ouf. Parce que nous, on est censé avoir papa et maman derrière nous. Et pas avoir papa d'un côté, maman de l'autre, tu vois. Donc il y a des questionnements qui découlent de ça. Il y a beaucoup de frustration et de colère. Parce que quand t'aimes tes parents, tu veux les voir ensemble. Bien sûr. Donc là, tu te dis, bon, ok. Et là, tu commences à t'interroger sur toi, sur le sens de ta vie, sur ce que tu veux devenir, sur ce que tu veux faire plus tard. Après, tu dis, ouais, on va se reprendre en main, on va y aller, hein. Hmm. D'accord. Et là, tu tombes sur ce livre-là. Et est-ce que quand tu tombes sur ce livre-là, qu'est-ce que tu découvres qui te marque? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui a attiré ton attention quand tu l'as lu. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est la persévérance et la détermination de Malcolm. Hmm. Tu peux le frapper, tu peux tuer son père, tu peux l'incarcérer, mais qui fait ce qu'il a à faire. Et en quoi est-ce que ça ajoute ton identité en tant que noir? Moi, ça ajoute mon identité en tant qu'homme parce que moi, j'ai pas de modèle masculin, tu vois. Hmm. Mon père était défaillant. Donc j'ai dû trouver des modèles masculins ailleurs et Malcolm X, ça reste encore aujourd'hui un modèle de virilité, d'intransigeance, de détermination, de volonté d'ouvrir les yeux d'ouvrir les yeux à sa communauté, une volonté de sacrifier sa vie, de sacrifier son temps et son argent pour les siens. Ouais. Pour moi, c'est un modèle à suivre. Hmm. Et est-ce que toi, tu crois au destin? Qu'est-ce que c'est que le destin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu penses que tout est déjà écrit? Non. Ok. Parce que justement, la question derrière, c'était
Bon, peut-être que les... Bon, qu'est-ce qui manquerait alors à un enfant de 10 ans? Parce que toi, tu t'es posé cette question. Moi, je me dis, OK, j'ai un enfant de 10 ans qui n'est pas conscient de plein de choses. Qu'est-ce qui lui manquerait justement pour avoir ce petit élan de déclic-là? Bien, qu'est-ce que les parents pourraient faire pour qu'il ait ce petit élan de déclic? Ah, mais après, les parents, ils peuvent l'emmener... Quand les parents, en fonction des moyens qu'ils ont, mais ils peuvent l'emmener à la bibliothèque, voir des expositions, ils peuvent lui mettre des vidéos sur YouTube, ils peuvent l'emmener en vacances. Moi, j'étais aux États-Unis il y a quelques temps, j'étais à Harlem. Oui. J'ai été dans la mosquée où Malcolm X priait. Donc, je me suis rendu là-bas avec un ami. On a fait une sorte de mini pèlerinage pour voir un peu son parcours. Et quand tu reviens de là, tu peux pas sortir indemne. Tu pars à Harlem, tu te balades, tu discutes un peu avec les gens. Les gens t'expliquent qui était Malcolm X, ce qu'on héritage représente encore aujourd'hui. Tu peux pas sortir indemne de ce genre de voyage. Puisqu'on va rester dans le truc, dans la logique du macaque, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive, ce sont des religions importées, je dirais même imposées à la communauté africaine. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ça a été imposé à un moment de notre histoire. Est-ce qu'on peut dire alors que ce sont des religions africaines? C'est pas des religions africaines. D'accord. Est-ce que justement... Historiquement, elles ne sont pas africaines. Historiquement, voilà. Maintenant, un Africain qui rejoint ces religions-là, c'est pas un macaque pour toi? Non. Pour moi, en fait, être musulman et africain, c'est pas être un macaque. Malgré le fait que... Est-ce que tu considères qu'un Africain qui rejoint la religion musulmane, juive et tout le reste là, c'est pas quelqu'un qui rénie plus ou moins son identité? Non. Sinon, je ne travaillais pas avec Herman. Herman, il est juif. Non, une personne peut régner entre guillemets, peut régner son identité et vous travaillez pour autant ensemble. Non, parce que si tu renies ton identité, c'est que tu n'es pas en pleine possession de ta virilité, en pleine possession de ta puissance. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes énergies. Moi, je ne peux pas travailler avec un homme qui est en termes d'énergie, mais pas au niveau à mon niveau ou à un niveau supérieur. C'est pas possible parce qu'il y aura un décalage, il y aura de la frustration, il y aura peut-être de l'insécurité émotionnelle, potentiellement de la jalousie. Donc non, moi je prends l'exemple d'Herman. Herman, il est juif, il est camerounais, il est bamileke, il est panafricaniste, et il est très bien comme ça. Moi je pense que c'est pas, pour moi c'est pas incompatible dans la mesure où, pour moi, être africain, c'est défendre son africanité, assumer son africanité. Et ta spiritualité ou ta religion n'enlève en rien ton africanité. Si par contre, être musulman, c'est défendre les intérêts des Arabes, là, dans ce cas-là, tu ne m'intéresses pas. D'accord, ok. Tu vois? Tu défends les intérêts de quelle région du monde? Tu défends les intérêts des Saoudiens ou tu défends les intérêts des Africains? Pour moi, c'est toujours la question de l'intérêt défendu. C'est pas le fait que tu pries telle ou telle religion. Parce que tu peux avoir des Africains qui n'ont aucune religion. C'est pas pour autant qu'ils vont pas défendre les intérêts des Occidentaux. Ils vont être francs-maçons pour certains et avoir des choix qui sont délétères pour le continent, mais qui sont profitables à leur poche. Pourtant, ils n'ont aucune religion dite révélée. Moi, je connais des hommes qui sont athées, des hommes noirs qui croient en rien, et qui font des choix et qui prennent des décisions qui sont contraires à notre continent. Donc, pour toi... Pour moi, le critère, c'est les décisions, les choix que tu fais. Les choix que tu fais. Ok. Donc, pour toi... mais la religion, c'est pas... Bon, religion, c'est une approche de la spiritualité. Je vais te prendre un exemple très simple. Tu as le patron du Burkina Faso. Oui. Brahim Traoré. L'Arabie Saoudite lui a proposé de construire plus de 200 mosquées. Il a refusé, alors que c'est un musulman. Ah! Ce que je te dis est vérifiable, il a refusé parce qu'il ne veut pas d'ingérence de la part de l'Arabie Saoudite sur son territoire. Et justement, est-ce qu'à ce moment... Mais c'est un musulman. Oui, mais est-ce qu'à ce moment-là, justement, la religion, entre guillemets, ne deviendrait pas l'opium du peuple, puisque c'est
certains considèrent ça comme un outil de Pour ça que je te dis, manipulation. le problème, c'est pas qu'il soit musulman. Hmm. Puisqu'il était en mesure de dire non merci, je ne veux pas d'influence ou d'ingérence de la part d'Arabie Saoudite sous couvert de religion. Hmm. Vous venez pas ouvrir 200 hôpitaux, vous venez pas ouvrir 200 universités, vous venez ouvrir 200 mosquées. Ça m'intéresse D'accord. pas. Ouais, c'est vrai que dit comme Ça m'intéresse pas. Par contre, si vous m'appelez pour me dire je vais ouvrir 200 universités, pourquoi pas un partenariat? C'est énorme parce que cette information, je ne l'avais pas. Cette information Mais- est vérifiable. Et c'est impressionnant quand même. Et il a dit non à l'Arabie Saoudite. C'est impressionnant de penser à construire des mosquées plutôt que de penser à construire des écoles. C'est normal, c'est de l'influence, c'est du soft power. Tout à fait, tout à Mais les fait. Saoudiens ont raison. Ouais, ouais. Si j'étais saoudien et que je voulais que ma religion se développe partout dans le monde, c'est ce que je ferais. Ils ont 1000 fois raison de le faire. Ils défendent leur vision, ils ont leur rapport au monde, ils ont leur rapport au paradis, à l'enfer, et ils défendent leur point de vue. Et s'il y a des hommes noirs, s'il y a des femmes noires qui veulent travailler avec eux, ils ont raison de le faire. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est du soft power. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une information que je n'avais pas. Hein. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Je n'avais pas cette information. Mais c'est vrai que c'est fort. C'est fort. Et toi, aujourd'hui. C'est pour ça que je te disais, excuse-moi de te couper, Oui. que pour moi, la question, c'est pas musulman, chrétien, juif. C'est quel acte tu mets en place pour défendre les Africains, pour défendre notre identité, notre histoire, et quel acte tu fais pas. Moi, c'est les actes qui m'intéressent. Ok, voilà, ok, d'accord. Je vois très bien. Et du coup, l'affaire Pogba. Ouais. J'ai écouté 2 ou 3 de tes interventions. J'ai été surpris d'ailleurs de me rendre compte que c'est toi qui étais l'avocat. Pourquoi? Je sais pas, il faut dire que je t'attendais pas là. J'ai été surpris. Donc, D'autres je surprises regardais. arrivent. Ah, Parce que vous croyez qu'on est venu sur Terre pour jouer. je sais pas si je t'ai raconté, mais je regardais la télé comme ça. Et bim, je te vois passer juste derrière le Mathias. Et dit, mais je le connais lui. Et c'est là que je découvre en fait que c'était toi qui étais l'avocat. Du coup, c'est quoi ton analyse par rapport à cette affaire? Mon analyse, c'est que c'est important d'être en bonne relation avec ses frères et d'avoir un rapport de transparence. Parce que quand tu laisses des zones d'ombre, quand tu laisses des situations un peu ambiguës, d'autres peuvent en profiter pour créer des fossés, pour pas dire créer des cratères entre tes frères et toi. Donc c'est important d'assurer une protection, d'assurer une sécurité au sein de la famille. Et ça passe par un dialogue, ça passe par une complicité, ça passe par une proximité qui va permettre de faire de belles choses ensemble. Si dans l'un de tes podcasts que j'ai écouté, tu dis le métier d'avocat, c'est un mal nécessaire. Ouais. Tu te rappelles ou pas quand tu l'as dit? Sûr. Bien sûr. Ok. Mais du coup, je me demande, est-ce que... bon, moi, je suis à l'extérieur, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la cuisine interne. Mais est-ce que tu ne serais pas... Est-ce que ton avis serait objectif, enfin, ton positionnement par rapport à cette affaire objectif? Quand tu dis, tu défends à mordicus que le frère Mathias est innocent. Est-ce que c'est objectif? Les autres IA écrivent des textes qui ne nous ressemblent pas. Trop robotiques, trop étrangers. Comment captiver votre audience si votre contenu ne parle pas comme elle? Copilly est différent. Notre IA s'adapte à votre marché, comprend votre culture et parle votre langue. Des publications engageantes, adaptées aux réalités africaines, qui boostent votre visibilité. Rejoignez la révolution Copilly. Essayez gratuitement et laissez l'IA parler votre langue. C'est objectif. Comment? Puisque c'est toi qui défends, qui assure sa défense. Non, mais c'est objectif parce que j'ai des éléments du dossier qui pour moi, ne font aucun doute. Ok. Et une personne à l'extérieur, comment est-ce qu'elle devrait se positionner par rapport à ça? Nous qui sommes à l'extérieur et qui ne sommes pas dans la cuisine interne, comment est-ce qu'on Mais vous ne devrait... pouvez pas vous positionner parce que vous n'avez pas connaissance des informations que j'ai. Vous n'avez jamais discuté avec Mathias, vous n'avez jamais eu accès au dossier comme j'ai pu avoir accès au dossier. Donc nécessairement, vous ne pouvez pas savoir et comprendre ce que je vis et ce que je sais. Donc à la rigueur que vous ne soyez pas convaincu, ça c'est normal, c'est partie du jeu, vous êtes à l'extérieur de la boîte de nuit. Mais nous on sait ce qui se passe dans la boîte de nuit. Et moi j'aimerais bien savoir un peu, parce que moi il y a des petits détails comme ça qu'on aimerait savoir, c'est
Comment ça se fait que ce soit toi qui te retrouves en train de gérer ce dossier-là? Comment ça se passe? On m'a contacté, Tout simplement, un coup de fil. coup de fil. On m'a demandé si j'étais intéressé. On a échangé. On s'est rencontrés. On a discuté. On a fixé chacun nos conditions. Il avait ses conditions, j'avais les miennes. Mm. On s'est mis d'accord sur un fonctionnement. Et on a dit on y va. Et ça ne t'a pas fait peur de gérer un dossier qui, pour nous, semble aussi gros? Peur de quoi, mon frère? J'appartiens à un peuple qui en matière de résilience, a fait la démonstration qu'il était là et qu'il était en capacité de surmonter, de combattre l'impossible. Mon frère, peur de quoi? Et c'est quoi les challenges lorsqu'on gère un dossier comme celui-là, qui apparaît sous la place publique, sur lequel chacun a son avis? Travailler, mon frère. Faut travailler. Il n'y a pas de challenge particulier, il faut juste travailler. Mm. Travailler en bonne intelligence, travailler le dossier, travailler avec des personnes à côté aussi qui sont en mesure. D'ailleurs, il y a la consoeur Sarah Mimdi, une avocate avec qui je suis sur le dossier, qui a refusé de prendre la lumière, mais qui a travaillé sur le dossier aussi, donc je tiens à lui rendre hommage. Sarah, si tu m'entends, je t'embrasse. Donc Sarah Mimdi, et le dossier, nous l'avons travaillé ensemble. Et c'est du travail, c'est de l'intelligence, c'est de la stratégie, c'est aussi prendre des informations, prendre conseil auprès des personnes plus aguerries que nous, c'est de l'humilité, c'est un cocktail de tout ça. Hein. D'accord. Et là, une affaire comme celle-là, qui c'est qui porte plainte? C'est Paul qui a porté c'est Paul qui porte plainte. Est-ce que le fait de défendre Mathias, ça ne revient pas à porter à faux Paul? Moi, je porte pas atteinte à Paul, moi. Moi, Ouais. j'ai rien contre Paul. Tu- Mathias non plus n'a rien contre Paul. Tu défends Mathias. Hmm. Donc, tu es en train de dire que Mathias est innocent. Hmm. Alors que c'est Paul qui a porté plainte. Ah, mais moi, je te dis que Mathias est innocent dans le dossier. Après, il a été reconnu coupable. Il a été condamné. Hein. Mhm. Du coup, je ne comprends pas. Si il est reconnu coupable et que toi tu estimes qu'il est innocent, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dissonance cognitive? Parce que tu dis avoir lu le dossier, avoir des preuves qu'il était innocent, mais il a été déclaré coupable. Donc tu es en train d'estimer que la justice n'a pas bien fait son travail? Ah oui, Ah, ok, d'accord. mais ça arrive souvent. Hmm. La justice, elle est rendue par des hommes. Hein. Mhm. Donc ça arrive souvent que la justice rende des décisions qui sont injustes. Ça arrive. Je vais dire un truc que je ne dis pas souvent, mais vous les avocats, vous avez un métier bâtard quand même. Hein? Pourquoi? 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 Mais parce que là, tu es en train de dire que la justice n'a pas fait son travail comme il fallait. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la suite du coup? Il n'y a pas de suite. Et ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Ok, c'est une étrange fin quand même. Non, il n'y a pas de fin étrange. C'est que la justice est rendue par des êtres humains, par des femmes et des hommes, qui sont comme toi et moi faillibles. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des dossiers où en première instance, on a une décision qui est rendue, et en appel, on a une autre décision qui est rendue. C'est bien la preuve que quelqu'un avait tort, quelqu'un avait raison. Mais ça se dit aussi que tu aurais pris l'affaire juste pour remettre la lumière sur toi davantage. J'ai pas besoin de Mathias Pogba pour avoir la lumière, mon frère. Ah, j'ai dit davantage. Oui, mais en fait, ceux qui disent ça, parce qu'on me l'a dit ça, ceux qui disent ça, certains ne comprennent pas que l'avocat ne s'auto-saisit pas du dossier. Donc c'est des gens qui viennent voir l'avocat. Oui. Moi, Mathias, c'est son entourage qui m'a contacté. Et son entourage estimait que j'avais les capacités. Ils se basent sur quoi? Qu'est-ce qu'ils savent du métier? Ben, ils ont comparé avec d'autres avocats, puisqu'ils ont fait un tour de différents avocats. Et après, ils ont estimé que, en fonction des différents avocats qu'ils avaient consultés, je correspondais au maximum à leurs attentes et leurs aspirations. Mais pour revenir sur la visibilité, oui. Évidemment que c'est un dossier qui m'a donné une visibilité supplémentaire. Oui. Ça, c'est indiscutable. Sur le contraire, ce serait un mensonge. Mais je persiste ici en disant que je n'ai pas besoin de Mathias Pogba pour avoir une existence médiatique. Bon, on l'avait bien compris.
On avait bien compris. Ça, c'est important de le savoir. On avait bien compris. Et c'est peut-être ça aussi qui l'a intéressé. Parce qu'il s'est dit, lui, il est capable de me remettre à ma place, de me dire les choses, parce qu'il n'a pas besoin de moi pour exister. Mm. Raison pour laquelle j'ai pas communiqué, moi, pendant l'instruction. Ouais. Et que les gens m'ont vu arriver comme ça, boum. J'ai dit non à beaucoup de journalistes. Hein. J'étais Ah. contacté par l'équipe, j'étais contacté par Le Parisien, j'étais contacté par Libération, par différents journalistes pendant l'enquête pour prendre la parole et donner mon avis sur le déroulé Mm. du dossier. Je l'ai pas fait. Ah ouais, ok. Et moi, il va m'intéresser aux chiffres, vous me connaissez. Lorsqu'on gère un dossier comme celui-là, Ouais. ça chiffre à combien à peu près? Qu'est-ce qui est chiffré? Tu fais pas ça pour comment c'est quoi l'expression déjà? La gloire. Pour la gloire, c'est pas l'armée du salut. Donc lorsqu'on prend un dossier comme celui-là, Hmm. ça chiffre à combien à peu près? Tu parles des honoraires? Ah oui, Combien j'ai facturé? oui. J'ai même pas. J'ai jamais communiqué sur ça, mon frère. Non mais ça va. J'ai jamais communiqué Pourquoi publiquement sur mes honoraires. Ah pourquoi? C'est quoi la raison? Pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis soumis au secret. Mm. C'est entre mon client et moi. Mm. Donc ça regarde que mon client et moi. Et la seconde, c'est que on n'a pas besoin de faire de la pub sur les honoraires ou d'attirer l'attention sur les honoraires. L'argent, c'est accessoire. C'est secondaire. Ouais, c'est peut-être, moi je dis peut-être pour ceux qui veulent faire le métier d'avocat et qui aimeraient savoir un peu comment ça gagne un avocat. Ça dépend. Il y a des avocats qui gagnent 2000 euros par mois, d'autres qui en gagnent 10 000, d'autres qui en gagnent 20 000. Et comment faire pour gagner le maximum du coup? En restant dans la déontologie de l'avocature. En tout cas, moi, je parle en droit pénal. Oui. Si on veut gagner sa vie, il faut soit être un excellent procédurier, ou soit être un excellent commercial, ou soit être un excellent orateur. Et toi, tu te situes à quel niveau? Il faut demander à mes clients. Mais ouais, je te demande, toi, tu arrives à t'auto-juger quand même pour savoir où tu dois progresser. Moi, je suis un bon orateur. Moi. Hmm. Bon, on vient me chercher pour l'oralité. Je sais aussi que tu accompagnes des gens dans tout ce qui est prise de parole. Ouais, j'accompagne des Ah gens. ouais, voilà. Donc, j'ai fait mes recherches. Hein, j'ai fait mes J'accompagne recherches. des gens sur le terrain de l'oralité et de la prise de parole. D'accord. Et tu l'as développé comment ça? En me formant, et après, j'ai formé. Hein. Hmm. C'est une formation que j'ai reçue et que je transmets, et je continue à me faire former d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que je peux donner des conseils et donner des recommandations à des femmes et des hommes pour que la prise de parole qui est la leur soit la plus impactante possible. Parce que le but, c'est d'impacter, En effet, en de effet. convaincre, de persuader, de donner envie à l'autre de nous Yes. suivre. Mm. Et lorsque tu gères un dossier comme celui-là, une affaire comme celle-là, Mm. et que tu perds le procès, Mm. comment tu te sens? Abattu, Mhm. abattu, déçu, Mm. parfois même triste. Et après, on continue, on se relève. Mm. Et le client à côté? Le client aussi abattu. Ouais. Le client, il est abattu. Le client, forcément, il est déçu parce que il n'a pas été entendu, parce qu'on n'a pas entendu sa vérité. Mais après, on se relève. Hein. Mathias, c'est un soldat. Mais une affaire comme celle-là, admettons, est-ce que c'est possible qu'il y ait match nul? C'est-à-dire, bon, peut-être pas match nul, mais est-ce que c'est possible que les deux gagnent? Non, Non. Ça veut dire que faire gagner Mathias revenait à faire perdre Paul. nécessairement. Mais est-ce que c'est pas un peu maladroit? Bon, peut-être pas maladroit, c'est pas la bonne expression, mais est-ce que ça ne serait pas un peu délicat quand même de faire, au terme d'un procès comme celui-là, démontrer que Paul a mal fait, bon, sa plainte ne vaut pas grand-chose. C'est pas un peu... Ça n'entraîne pas plus de problèmes qu'autre chose dans la famille? C'est pour ça que je disais que le métier d'avocat, c'est un métier un peu bâtard quand même. C'est un métier qui est particulier. Je ne le recommande pas à tout le monde. Hein. Ouais. C'est un métier, je ne le recommande pas à tout le monde. Hein. Mais c'est bizarre. Demain, Pourtant, tu es dedans. demain, c'est pour ça que je suis bien placé pour le savoir. Pourquoi tu ne le recommanderais pas à tout le monde? Parce que c'est un métier avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, beaucoup de travail à fournir, besoin d'une disponibilité quasi quotidienne, d'une réactivité importante. Tout ça, c'est beaucoup. On se demande comment tu réussis à gérer ça en parallèle de toutes tes activités, parce que tu es investisseur,
tu as un nouveau média, tu comptes en créer beaucoup d'autres. Mm. Et à côté de ça, tu dis qu'il faut être réactif, il faut être disponible par Mm. rapport à ton boulot d'avocat. Mm. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Je dors peu, Ah, comme... 4-5 heures maximum. ah oui, d'accord. Mais ça ressemble à quoi une journée de maître Mbeko? Réveillé à 6 heures du matin, sorti du lit. Fais la douche froide? Non. Dans les glaçons? Non, Le petit truc avec le citron dans... non, non. Moi, j'ai pas de routine particulière, tu vois. Hmm. Donc, réveillé à 6 heures, levé à 8h30, 9h en fonction des rendez-vous, des attentes. Il y a un delta entre le moment où je me réveille et que je me lève, puisque je réponds à mes messages, je réponds à des mails, je lis des articles, Ouais. je lis des bouquins. Donc, en général, il y a entre 45 minutes, 1 heure et demie avant que je me lève. Ah oui, ok. Et pendant ce temps, tu lis. Je lis Mais tu choisis comment tes lectures? en fonction des émissions que je prépare. Ah ok, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'avec la librairie africaine, il y a Ah. beaucoup de livres à lire. Ah oui, en effet, oui. En effet. Tu vois. Donc Ah. moi, je lis les bouquins, soit je les ai en physique, ou je les ai en format numérique. Donc je lis les bouquins. Hmm. C'est bien pratique de les avoir en format numérique. Mm. Ça permet d'aller vite. Donc je lis les bouquins, je lis mes mails, je traite mes mails. En 45 minutes? 45 minutes, 1 heure, ouais. Mais tu lis en combien de temps? Je lis vite. Ah ok, d'accord. Parce que 45 minutes, s'il faut lire, traiter les mails, ça fait un peu court, non? Après, je lis vite. Hein. Ça va D'accord. vite. Hein. Ok, d'accord, ça marche. Et une autre question, c'est, depuis que je suis arrivé, depuis que je fréquente un peu plus l'Île-de-France, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'Africains qui font des choses intéressantes. Mais ils ont beaucoup de mal à se fédérer, à se mettre ensemble, entre guillemets. Selon toi, c'est pourquoi? Guerre d'ego. Est-ce que tu en as, toi? Non, Comment tu peux dire que tu n'as pas d'ego? je suis pas d'ego. Mais du coup, pourquoi est-ce que toi, tu ne travailles pas avec les autres? J'ai travaillé avec les autres. Tu as travaillé. Je Mais- travaille avec certains. Mm. Ceux avec qui je travaillais pas, c'est parce qu'il y a eu mésentente, trahison, vol. Mais sinon, je travaille avec tout le monde, moi. D'accord, ok. Et dans tout ça, toi, tu as toujours été correct. Toujours. Ok. Jamais volé, jamais Ouais. trahi. Tu vois, Et- moi, Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre l'argent d'un client et de ne pas délivrer? si je délivre pas, Oui. je rembourse. Hmm, J'ai toujours remboursé mes clients. hmm. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu ne délivres pas? Parce que j'étais pas là, j'étais en déplacement, parce qu'on s'est pas compris sur la plainte qu'il fallait déposer, parce que la plainte n'a pas été déposée en temps en heure, pour différentes raisons. Il y a eu un couac de la part de mon cabinet, tu sais, ça arrive, tu vois, on est des humains, je te rembourse. Hmm. Ok. Et au-delà de ça, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait, mis à part l'ego, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans la communauté, on puisse travailler ensemble? Est-ce que quelque part, tu ne trouves pas que c'est un manque de leadership aussi? Oui, mais le manque de leadership est là justement parce qu'il y a trop d'ego. En fait, c'est quoi un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui prend sur lui pour partager son expertise, son expérience à un maximum de personnes, de façon à les tirer vers le haut et à les emmener à un endroit où ils ne sont pas encore. Mhm. C'est ça un leader. Mhm. C'est quelqu'un qui prend de lui-même pour le mettre à profit du plus grand nombre. Mhm. Et pour partager avec bienveillance, avec amour, ce qu'il sait, ce qu'il a. Mais si tu as un ego surdimensionné et que tu penses que tu n'as pas besoin des autres et que tu penses que tu es tout seul le meilleur et que les autres ne servent à rien, comment tu peux partager, comment tu peux être un leader? Hmm. Et pourquoi tu le fais pas, toi? C'est-à-dire, pas faire quoi? Pourquoi justement tu ne prends pas sur toi de fédérer? Mais moi, je fédère autour de moi. Ok. Je fédère, regarde aujourd'hui la librairie africaine. Ça a été quelque chose de fort. Oui, non, c'est très fort. Là, vraiment, je salue le libraire africain. On met le lien dans le premier commentaire de la vidéo. On a fait un tour. C'était super. Mais, Avant, il y avait les ouais, funérailles des tabous. justement, tu fais bien une belle transition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un malentendu. Une divergence de vision entre Philippe et moi. Donc, suite à ça, vous avez décidé de faire chacun un peu de son côté, quoi. Exactement. D'accord, ok. Ok, bon. Ça arrive. Exactement. D'accord. Et du coup, la vision pour la librairie africaine, c'est laquelle? Vous allez où avec ça? Ça va être un média incroyable.
Oui, incroyable. Ça va, on va où? Incroyable, ça veut Ça dire va quoi? être un média qui va travailler sur le continent et la diaspora. Ça va être le média qui va être le pont, le lien entre la diaspora et le continent et la diaspora. Bon, comme beaucoup déjà de médias qui le font. Ce serait quoi la particularité? Mais nous, contrairement à d'autres, euh, on a vraiment un travail de fond sur les ouvrages et un travail de fond sur les femmes et les hommes qu'on valorise. Hmm. Quand tu dis travail de fond, qu'est-ce que tu mets dans le fond? Il y a beaucoup de, de médias qui reçoivent des auteurs, ils lisent pas les livres. Ah oui, oui, ça c'est un classique. Ouais. Ah, vraiment, vous prenez le temps de les lire avant de les inviter. On prend le temps de le lire. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Hmm. Si on trouve que le livre il est bien, on le dit. Si on trouve que le livre il est pas très bien, on le dit pourquoi. Hmm. On est honnête, tu vois. Ok. Ok, ça marche. Et moi, c'est une question que j'aime bien te poser, hein. J'aimerais savoir si ça a changé avec le temps. Comment ça se passe avec les femmes un an plus tard? C'est que dans un podcast, tu disais que toi, jamais tu t'es sapé, pris beaucoup de temps pour te dire, OK, là, je vais aller pécho. Ouais. Ouais. Comment ça se passe un an? Parce que la dernière émission qu'on a eue ensemble, ça fait il y a un peu plus d'un an. Il y a un an, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe avec les femmes désormais? Il n'y a pas de changement, hein. Est-ce que Maître Mbeko, c'est un cœur à prendre? Un cœur à prendre. Ouais. Non, moi je suis indisponible. Indisponible, ça veut dire que casé. Moi je suis dans une relation, je suis casé. Faut pas venir chercher sentiment, chercher de l'amour. Il n'y a pas d'amour ici. Ok, d'accord. On a- Tu es en train de briser les projets de beaucoup, là. Non, mais il n'y a pas de projet, parce que je pense que moi, ma démarche, elle n'est pas sentimentale, tu vois. Mm. Quand je m'expose, Mm. on n'est pas sur une démarche sentimentale. C'est pas pour faire mes courses. C'est pas pour chercher l'amour. Oui, mais Tu ça ne m'ex- dépend pas forcément de toi. Moi, je t'explique mon état Oui, oui, d'esprit. bien sûr, bien sûr. Bien Moi, sûr. mon état d'esprit est le suivant, c'est-à-dire que j'ai décidé de devenir une personnalité publique Mm. pour, pour partager mes passions, partager mes envies et mes aspirations pour ma communauté. Mm. Pas pour rencontrer l'amour et trouver chaussures à mon pied. C'est pas mon objectif. Ça peut être un upsell ou un cross-sell, tu vois. Ça peut être une option. Oui. Ça peut être aussi une opportunité sur le tas. Mm. Ça, je l'entends. Mais c'est pas du tout ma philosophie. Mm. Et pour un macaque, non macaque, tu aurais quoi comme recommandation pour trouver l'homme ou la femme qui lui correspond? On aimerait bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je pense sincèrement, je le dis tout le temps, la femme ou l'homme qui te correspond, c'est la personne qui va te tirer vers le haut. Dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas entreprendre, c'est il ou elle veut te tirer vers le haut, veut le meilleur pour toi. Bon. C'est valable dans tous les compartiments. Mm. C'est valable sur le terrain spirituel, sur le terrain économique, sur le terrain émotionnel. C'est une femme ou un homme qui va vouloir le meilleur pour toi et qui va te tirer vers le haut et qui va t'accompagner dans ton ascension. Tu la trouves où, ça, ce genre de femme? Je sais pas. Bon, maintenant, moi, je veux revenir à toi. Je Je sais vais pas. parler de toi. Comment tu l'as rencontré? Mais moi, je raconte pas, moi, je parle pas de ma vie privée. Ok, d'accord. Tu verras jamais une interview de moi où je parle de ma femme, de ma vie privée, de mes... Jamais tu trouveras une interview de moi. Bon, on essaye, on essaye. Non, mais tu peux. Mais pourquoi? Parce que je protège les gens qui sont derrière moi. Non, on ne demande pas de parler d'elle. On demande juste de savoir un peu les circonstances. Mais donner les circonstances, c'est l'exposer. Donner les circonstances de ma vie privée, c'est l'exposer. Moi, j'expose pas ma vie privée. Hmm. Jamais tu me verras raconter ma vie privée. Jamais. C'est-à-dire que si un jour je fais ça, Ouais. il y a un marabout qui a eu raison de moi, il y a un boumara qui a eu raison de moi et qui m'est rentré dans la tête. Ah. Jamais tu me verras raconter ma vie privée. Ok. Des enfants? J'ai pas d'enfant. Pourquoi? Là, tu as tout. Tu as le statut, tu as une femme dans ta vie, J'ai tu as les moyens financiers. Ouais. Pourquoi pas d'enfant? j'ai pas d'enfant. Tu comptes en avoir ou pas? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Mais est-ce que toi, tu serais pas un macaque du coup? Pourquoi? Parce que, bon, après, tu me diras peut-être c'est pas ça, mais c'est sacré pour nous dans la communauté afro d'avoir un enfant. Sacré, oui, mais
Après, chacun est libre de faire des enfants ou pas, tu vois. C'est pas une obligation, c'est pas une Non. injonction, On est d'accord. tu vois. Ouais. Et Est-ce que peut-être que mes business sont mes enfants. Peut-être que je vois Ouais. au travers de mes activités des enfants. Peut-être que la librairie africaine, c'est mon enfant. Moi, je vois très bien de quoi je veux parler. Oui, tu vois. Tu vois, mais non, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour je fasse des enfants, on sait pas. Est-ce que ça ne cache pas des craintes? Quelle crainte? Je sais pas, d'être père. Non. Non, du tout, du tout, du tout. Tu sais, moi j'ai fait une psychanalyse, moi j'ai travaillé sur mes traumas, Ah j'ai oui. travaillé Ah oui, sur c'est vrai que tu l'as dit une fois. Oui, j'ai oui. travaillé, j'ai pas de tabou là-dessus, tu vois. Euh, J'ai travaillé sur mes traumas, j'ai travaillé sur ce qui m'avait fait mal plus jeune, donc je l'ai dépassé ça. Et c'était quoi que t'avais fait mal plus jeune? C'est compliqué de gérer un divorce, hein. Quand t'as Ah oui, c'est vrai que tu 8-9 parles aussi du ans, divorce de tes parents. c'est difficile, hein. C'était quoi le plus dur? Le plus dur, c'est voir sa mère souffrir. Hmm. Et l'impuissance. Tu vois ta mère souffrir, tu peux pas l'aider. Là, aujourd'hui, je peux aider ma mère, tu vois. je suis content. Mais avant, tu peux pas aider ta mère. Ouais, c'est sûr. C'est pas l'impuissance. évident. La frustration, la colère qui découle de la souffrance de celle que t'aimes. Mm. Ma mère, c'est tout pour moi, tu vois. Hmm. Donc, la voir dans les situations dans lesquelles on était, c'était extrêmement violent pour moi. Est-ce qu'elle n'a pas souvent peur pour toi, compte tenu des positions que tu prends? Ma mère, elle a tout le temps peur pour moi. Elle te dit quoi? Elle dit, mon fils, bah, tu vois la vidéo qu'on a fait ensemble, j'ai dit, il y a trop Ouais, d'églises. ouais. Ma mère, elle était pas d'accord. Surtout elle est super croyante, Elle tu est m'avais dit. super croyante, elle est chrétienne, elle est protestante. Ouais. Elle pense que Jésus va la sauver, qu'elle va Ouais. au paradis. Tu vois, c'est sa croyance, hein, c'est pas du Mm. tout la mienne. Je respecte sa position. Elle prie pour moi, mais elle a peur. Ma mère, elle a peur de fou. Ma Hmm. mère, elle voudrait que j'ai une vie beaucoup plus rangée, Ouais. beaucoup plus calme, sans prise de position. Mais hélas. Mais hélas, j'en ai décidé autrement. Ouais. Je me sentirais pas à mon aise si j'étais silencieux, tu vois. Surtout que tu as pris une position une fois et je me suis dit, c'est pas bête, mais ça peut être blessant. Au sujet, à l'endroit de N'Golo Kanté. Tu te rappelles de ce que tu avais dit ou pas? Ouais. Est-ce que tu peux redire ce que tu avais dit, si tu te rappelles? On parlait d'humilité. Ouais. Moi, j'avais dit qu'en France, on aime N'Golo Kanté parce qu'il prend pas position. Hmm. Parce qu'il est gentil, qu'il sourit, qu'il parle pas. En France, on adore les Noirs quand ils ne parlent pas. Mm. Dès que tu prends position sur des sujets, que tu dénonces la France-Afrique, que tu dénonces le franc CFA, que tu dénonces la nature coloniale des rapports entre la Kanaki, la Guadeloupe, la Martinique, que tu dénonces le chlordécone, que tu dénonces le fait qu'il y ait des endroits où il n'y a pas d'eau, bah, là, on n'est pas d'accord, on t'invite pas. Mais chose curieuse, ça n'empêche que tu reçois très souvent des invitations sur des plateaux de télé, mais que tu déclines très souvent aussi. Ouais, je décline parce que moi, tu me donnes pas de direct et je viens pas. Tu donnes pas quoi? Tu me donnes pas un direct, je viens pas. Ah, tu veux que d'elle. Ah, ok. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je veux pas que ce soit coupé. Tu vas me couper. D'accord, ok. Ok, Ça oui, m'intéresse c'est pas, vrai, tu vas me couper. Ouais. Je suis pas un petit nègre pour que tu me coupes. T'es pas un macaque. Je suis pas un macaque pour que tu me coupes. Donc ça m'intéresse pas. Ouais. Si tu me donnes un direct, je viens. Hmm. On a une discussion franche, on a un échange. Je sais que tu peux pas me couper, on est en direct. Donc là, j'y vais. Mais si tu m'appelles pour faire une émission enregistrée et que en montage, 80% de ce que je vais dire va être supprimé, ça m'intéresse pas. Tu as déjà vécu ça? Non. Non. Parce que j'ai pas laissé la place pour que ça arrive. Mais on m'a proposé de participer à des émissions et on m'a fait comprendre que j'aurais pas mon mot à dire sur la post-prod et Ah que oui. potentiellement on peut supprimer des passages. J'ai dit ça m'intéresse pas. J'ai dit il y a d'autres Renois qui aiment ça, Hmm. qui aiment être mis devant pour être devant, mais qui sont victimes de censure, ça les dérange absolument pas parce qu'ils ont que ça pour vivre. Moi j'ai un statut, j'ai une activité, j'ai pas besoin d'eux pour exister, tu vois. D'accord, ok. C'est vrai que j'avais écouté. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est un peu insultant à l'endroit de N'Golo Kanté? Non, c'est pas insultant à son endroit. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Oui, tu as beaucoup de respect, mais dans tes dires, on peut percevoir. Il y a ni mépris ni insulte. C'est juste faire un constat. Hmm. C'est en France, on adore les Noirs quand ils ne parlent pas, quand ils sont silencieux, quand ils sont souriants. Et regarde ce qui s'est passé avec Omar Sy. Omar Sy, tant qu'il rigolait, qu'il chantait, qu'il dansait, on aimait Omar Sy. Quand il a commencé à dénoncer des violences policières, à prendre position sur l'affaire de Adama Traoré, d'expliquer qu'il y a quand même une police qui, pour certains d'entre eux, se comporte de manière complètement néfaste, avec des comportements racistes, avec des comportements qui ne devraient pas avoir lieu au sein de la police, on lui a dit, qu'est-ce que tu fais? On lui a dit, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais? Donc tu penses que dans le regard des. Mais même pour Teddy Riner. Oui, en effet. Teddy Riner, il a pris position par rapport au voile. Voilà. Il a dit, laissez ces femmes tranquilles, elles font du sport.
elles se donnent les moyens, elles s'investissent. On lui a dit, mais tu fais quoi, Kirikou? Tu continues à te rouler sur les tapis, là, sur ton tatami, mais viens pas parler. Toute la classe politique est montée au créneau. Ce sont des blancs qui disent à un noir, ne parle pas. Fais du sport, toi, va faire du rap, va faire du sport. Nous, les choses sérieuses, c'est nous les blancs. Selon toi, en quoi est-ce que le sport serait quelque chose de moins sérieux? Moi, je n'ai pas dit que c'est moins sérieux, j'ai dit que c'est dans la tête de ces gens. Moi, je pars du principe qu'un sportif peut prendre la parole. Bien sûr. Un artiste peut prendre la parole. Si ce qu'il dit est pertinent. Que tu aies un diplôme, tu n'as pas de diplôme. Pour moi, la pertinence, tu n'as pas de diplôme. Mais, en France, on veut compartimenter les gens. Tu es sportif, tu es artiste, bah, tu te fermes ta bouche. Tu es politique, tu peux parler. Et si tu sors de ces cases-là, on tombe dessus, en disant tu te prends pour qui? Ok, d'accord. Et est-ce que toi, tu te verrais entrer en politique? Ou en France? Peu importe. Non. Pourquoi? Non. Moi, si j'ai des projets, je veux rentrer au pays, moi, je veux rentrer au Congo. Ok, c'est tes ambitions. J'aime bien la France, hein, j'aime beaucoup mon pays, hein, j'aime beaucoup ma terre d'accueil, hein, mais on va retourner sur la terre ancestrale. On a des projets en RDC, mon frère. Tu as une source d'admiration pour beaucoup de gens, une source d'inspiration et tout. En tout cas, de ce que j'écoute en backstage. Bon, on remercie toutes ces personnes. On remercie toutes ces femmes et ces hommes qui nous donnent de la force, qu'on croise dans les transports, qu'on croise à l'aéroport, qu'on croise au métro, à la SNCF. Je les remercie, je leur donne beaucoup d'amour. Et je leur donnerai toujours le respect qu'ils me donnent. Et s'ils te demandaient comment faire pour avoir autant de courage, tu leur dirais quoi? Qui s'inspirent de l'histoire de leurs ancêtres. C'est là-bas que la force vient. Regarde ce que nos aïeux ont fait, regarde ce qu'ils ont enduré, regarde ce qu'ils ont traversé. Et on est encore là. Et, ils n'ont même pas besoin de me regarder moi, regardez juste le parcours de vos ancêtres. Et tes prises de position, est-ce que ça t'a coûté cher? Bien sûr. C'était quoi le prix le plus cher que tu as eu à payer? Le prix le plus cher, c'est des contrats en moins, des partenariats qui sautent. Ah oui? Des visas qui n'arrivent pas. Ah oui? Et c'est quoi le plus gros cachet que tu as perdu par rapport à une prise de position? C'était un partenariat sur un dossier dans un pays africain francophone dont je tairai le nom, qui n'a pas abouti parce qu'on n'a pas donné mon visa. Ah oui, ok. Et on parlait d'un cachet de combien à peu près pour celui-là? C'est un dossier à entre 90 000 et 150 000 euros. Oui, c'est un gros cachet. Ah oui. Et malgré ça, tu continues avec tes prises de position aussi tranchantes. Mais l'argent le fait ailleurs. Énorme. L'argent ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Non, mais l'argent le fait ailleurs. Ah, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a des opportunités de faire de l'argent ailleurs. Aujourd'hui, tu as des gens qui ouvrent des boulangeries qui font beaucoup d'argent. Qui vendent des pains au chocolat, des croissants. Tu as des gens qui ouvrent des restaurants, tu as des gens qui ouvrent des activités à côté. Donc, on continue, tu vois. D'accord. Et quand tu perds un gros cachet, relatif, un cachet comme celui-là, tu te remets pas en question? Tu te dis quoi? Je suis dans la bonne direction. Ah oui? Comment ça? Alors que tu viens de perdre du cash? Mais moi, l'argent, ça n'a jamais été, pour moi, l'argent, ça n'a jamais été un critère. D'accord. Dans mes choix, dans mes positions. Ça n'a jamais été un critère de sélection. Pour moi, c'est ce que je dis a du sens, est-ce que c'est pertinent ou pas. C'est ça la différence. Même si ça te coûte 90 000 balles, 150 000 balles. Mais j'ai perdu des sommes plus importantes, mon frère. Ah ouais? Combien? J'ai perdu 200 points, 200 000 euros. C'était en quoi comme business? C'était des investissements, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est partie du jeu. Ça veut dire quand même, un avocat, ça gagne bien. Hein? Même comme il y a d'autres investissements quand même, par-ci, par-là. Non, mais en fait, les gens, ils n'ont pas conscience d'une chose, c'est que si tu veux gagner de l'argent, il faut juste mettre en place des stratégies, tout à fait. Travailler avec les bonnes personnes, te donner les moyens de le faire, et tu peux gagner de l'argent. C'est vrai. Mais c'est pas un tabou. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu investis dans plusieurs pays, dans plusieurs business. La question, c'est comment est-ce que tu choisis les business dans lesquels tu investis? Tu te bases sur quoi? Moi, c'est au feeling. Hein. Là, tu vois, j'ai un ami là, avec qui j'ai investi en Côte d'Ivoire. Pourtant, j'ai jamais été en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, j'ai pas encore été. C'est pour bientôt. Il a ouvert une ferme. Et on a des poules. Il a mis en place un système de vidéosurveillance. Donc, sur son téléphone, il surveille tout.
Il y a 3-4 personnes qui bossent sur place, qui dorment sur place en permanence. Et on a investi de l'argent, on est 3 à avoir mis de l'argent. Et ça marche bien, tu vois. D'accord. Ok. Donc ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend comment tu vois les choses. Ça, c'est co feeling. Il n'y a pas que le feeling, il y a la rentabilité aussi du projet. Mais mes associés, mes partenaires, la plupart sont mes amis. D'accord, ok. J'investis avec mes amis, j'investis avec les gens que j'aime. D'accord. Et c'est ce que tu recommanderais ça à tout le monde? Moi, je recommande de faire ce qu'on a envie de faire. Et j'ai pas de... Moi, je suis pas fan des injonctions. Je donne pas des conseils comme ça, un peu généraux. Je trouve ça un peu relou, tu vois. Ok. Et je trouve ça gonflant. D'accord. Tu penses quoi du féminisme? Je pense que c'est une bonne chose. Déjà, pour toi, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, c'est travailler à l'émancipation des femmes et permettre aux femmes d'avoir les mêmes droits que les hommes. Tu trouves qu'elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes? Pas encore. Comme quoi? Comme quel droit? Bah, tu regardes, il y a encore des écarts de salaire. Où? Dans certains boulots. Parce que ça c'est... Bon, il y a des discussions par rapport à ça, quand même. Il y a des cabinets d'avocats. Oui. Ils vont recruter en même temps une femme et un homme. Ils vont pas donner la même rémunération. Peut-être parce que les négociations ne se font pas pareil. Bien sûr. Mais quand il n'y a pas de négociation au début et qu'on commence avec la même grille de salaire dans le même cabinet, on se rend compte qu'il y a des écarts en fonction des femmes et des hommes. Alors qu'il n'y a pas de négociation au départ. Oui, mais après, en non-constant, ça se renégocie. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas que dès le début, il y avait une inégalité. Mais comment tu fais pour savoir qu'il n'y a pas eu négociation puisque le contrat, c'est à deux? Parce que les gens discutent entre eux. Ah, d'accord. Ok. Si le type à la cafette te dit, moi, j'ai pas négocié mon contrat, mais que d'office, il avait déjà plus que la femme. Mais est-ce qu'à ce moment, on peut parler de... Est-ce que c'est structurel? Ça peut être quelque chose d'interpersonnel, mais pas structurel. Mais moi, je pense que le problème, c'est que on a encore des inégalités assez criantes entre les hommes et les femmes, ne serait-ce qu'au niveau de la charge mentale et de la gestion à la maison. Il y a encore trop d'hommes qui font pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, les hommes? Ils devraient davantage aider leurs femmes, les soutenir. Ok, bon. Tu trouves qu'ils ne soutiennent pas assez, les hommes? Il faut regarder les statistiques. Peut-être qu'ils ont La charge mentale, elle n'est pas assez partagée. Quand ils sont là, les hommes, parce que des fois, ils sont pas là. Mais peut-être parce qu'ils gèrent autre chose. Ou peut-être parce qu'ils sont encore en train de jouer au tiercé. Peut-être. Peut-être. Mais non, moi, je suis pas un féministe, mais je suis un allié du féministe. Et qu'est-ce que tu Je suis penses un allié du féminisme, pardon. D'accord. Et tu penses quoi du 50-50 dans les couples? En fait, moi, je pense que c'est au libre choix. Oui. Si le couple veut fonctionner sur du 50-50, tant mieux. Si monsieur veut tout prendre en charge, tant mieux. Si madame veut tout prendre en charge, tant mieux. Tant que c'est assumé, tant que c'est voulu et que c'est bien vécu par le couple, c'est ça qui importe. Tout à fait. Et toi, de ton côté, comment ça se passe? C'est-à-dire? C'est 50-50 ou tu gères tout? Non, moi, c'est partagé. 50-50? Ouais, c'est partagé. Ok, d'accord. Je voulais bien avoir ton avis là-dessus, c'est pour ça que je posais la question. Non, c'est partagé, c'est partagé. Après, ça dépend, parce que tu peux faire des dépenses après à côté, tu peux enchaîner plusieurs rendez-vous, tu payes tout le temps, après l'autre va vouloir payer aussi. Ça dépend. Ok. Bon. Maître Mbeko, tu t'es même pas présenté, je t'ai même pas laissé le soin de te présenter au début. Énorme. Il n'y a même plus besoin de présentation, je pense. Énorme. Bref, allez taper Maître Mbeko, vous saurez de qui il s'agit. Donc, on a l'honneur de te recevoir pour une deuxième fois au week-end de l'écrivain. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous cette fois-ci? Si je le dis, c'est pas une surprise. Ah, donc c'est une surprise? Oui, si je le dis, c'est pas une surprise. Ah, moi je savais pas qu'il y avait des surprises. Tu m'as donné l'occasion de participer à cette nouvelle édition, donc forcément, il faut que je sois à la hauteur. Donc oui, j'ai réfléchi à quelques saillies, quelques sorties, quelques présentations. Donc non, ça va être mémorable, je pense. Aïe, 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 le Maître Mbeko a dit ça va être mémorable. Bref, si vous n'avez pas encore pris vos places, on met le lien dans le premier commentaire de la vidéo. Et je rappelle quand même que ce podcast est sponsorisé par Copili.io. Bref, on vous met l'annonce juste après. En tout cas, merci une fois de plus d'être prêté au jeu. Mais c'est normal. Bon, pour toi, c'est normal.
Il y en a qui ne prennent pas la chose de la même manière. Parce que pour la petite histoire, je te l'ai déjà dit à Nof, il y a une dame qu'on avait invitée une fois sur le podcast. Il y avait des histoires de conditions, de je sais pas quoi. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi de votre côté, avec la librairie africaine. En fait, il faut comprendre une chose. Quand je dis macaque, c'est pas pour rien. Il y a des Noirs qui donnent pas du respect à ce que les Noirs font. Ah oui, ça c'est vrai. Là, il y a des Noirs, c'est parce que eux, quand c'est BFM ou CNews qui va les inviter, ils vont courir. Ils vont pas dire je veux un taxi, je veux un Uber. Ils vont venir une demi-heure avant, comme s'ils prenaient l'avion. Tu vois, ils vont courir parce que c'est des larbins. Des Noirs comme ça, c'est des larbins. On en a croisé, nous, sur notre route. Mais après, on les calcule pas. On les calcule pas. Nous, on travaille avec des femmes et des hommes qui sont réellement intéressés par la démarche, qui veulent vraiment partager leur savoir, partager leur ouvrage, et qui n'ont pas besoin d'être validés par le média du blanc, tu vois. Tout à fait. Fatalement, ça existe. Hein. J'ai fait la meilleure expérience quand je suis arrivé en Île-de-France. Avant, tu le disais, je ne comprenais pas. Mais c'est quand je suis arrivé ici que j'ai compris le truc. Bah oui. Ouais, c'est là que j'ai compris le truc. Tu as croisé des complexés ou une complexée, tu l'as invitée, elle ne t'a pas donné le respect que tu aurais dû avoir. Ouais, moi, bof, après, je me suis dit, c'est son problème, elle verra ça de son côté. Moi, j'ai trouvé triste pour elle. Mais c'est quoi, elle n'est pas venue du tout, elle est venue? Non, c'était des conditions qui n'avaient pas de sens. Ouais, ben. C'était des trucs de genre, il y a 2 conditions pour m'avoir. C'est quoi les conditions? Il fallait gérer son transport et il fallait absolument lui envoyer le fichier avant publication. Bon, moi, c'était pas... En soi, elle veut pas un massage aussi? En soi même, c'est que il y avait une manière de le demander, tu vois. C'était très condescendant. Parce que tu peux le demander, tu peux, mais il y a une manière. Et moi, j'ai trouvé ça très condescendant. Mais elle n'est pas capable de prendre 20 euros. C'est ça aussi, tu vois, c'est des sommes minables, quoi. Elle n'est pas capable de prendre 30 euros. Moi, je pense que, tu vois, il y a des énergies. Moi, je crois aux énergies fortes. Des énergies, il faut en faire l'économie, il faut se tenir à distance, mon frère. Non, je suis d'accord. Tu vois, si cette femme ou cet homme n'est pas capable de se dire, bon, j'ai la chance d'être invité par Valère, les frères, ils bossent, ils font des choses sérieuses, ils font des belles choses, je vais y aller pour les honorer et livrer une performance digne de ce nom, bah, tant pis pour lui, tant pis pour elle, tu vois. Je pense aussi. C'est qu'il ou elle ne vous mérite pas. Amen. Non, c'est sûr, c'est sûr. On a juste compris que ce n'était pas les personnes avec qui travailler. Et c'était OK pour nous. Ils sont nombreux dans la communauté comme ça. Des gens, tu vois, tu pourrais croire au début que il ou elle travaille pour la communauté. En réalité, ils travaillent pour être validés par le blanc. C'est encore des petits nègres. Mais vraiment des petits nègres. C'est pour ça que quand je dis c'est des macaques, les gens ils disent non, Mbeko, t'es violent. Mais je suis pas violent, moi. C'est eux qui sont violents. En donnant pas du respect à des initiatives, en soutenant pas les commerces de notre communauté. C'est eux qui sont violents, c'est pas moi qui suis violent. Mais maintenant, le lanceur d'alerte, oui. il est discrédité quand il vient expliquer qu'il y a une bombe là-bas. Là. En effet. Le démineur, il est pris pour le poseur de bombes. Alors que c'est ces femmes et ces hommes qui nous trahissent. Fatalement. Bon, l'équipe. C'était Valère Bélias et Maître Mbeko. Sur le podcast de l'écrivain, émission sponsorisée par Copili.io. Tu connais, première plateforme d'intelligence artificielle qui te permet de traduire tous tes textes en langue bambara, wolof, et même bientôt il y aura du moré, et même du bamileke, et même du lingala. On arrive du côté du Congo. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Surtout que ce que Maître Mbeko ne dit pas, c'est que tu vas à Kin là. Demain, je pars à Kinshasa. Demain? Ouais. Ah ouais, lourd. En tout cas, on te souhaite un très bon voyage. Je pars pour une semaine. Tu diras bonjour à... Comment il s'appelle? Chris Mandala. Kofi, il est de Kin, non? Kofi, ouais. Kofi, il est de Kin. Fali aussi. Fali, il est Bandal. Mais c'est un quartier de Kinshasa, ouais. Voilà. Bref, on est ensemble. Ben écoute, ta caméra, elle est lente. Laisse le mot de la fin. Non, mais merci pour l'invitation. Merci pour cette confiance, cette responsabilité que tu m'octroies en participant le 3 mai au Salon de l'écrivain. L'écrivain, c'est celui qui impacte par les mots et il faut célébrer nos femmes et nos hommes qui écrivent, nos auteurs. Et je suis très très heureux d'être parmi les invités et j'espère qu'on va passer un bon moment. Soyez nombreux et nombreuses puisque je vous garantis que l'événement sera mémorable. Je confirme. C'est important de recevoir l'onction des aînés.
Donc maintenant qu'on a reçu l'onction, tu connais la chanson. En tout cas, Maître Mbeko, Taboula, merci pour le temps, merci pour le bout de ta vie que tu as donné. Un samedi matin, quand même, c'est pas rien. C'est ça que juste après, tu dois aller bosser. Merci. Donc, c'est un bon voyage. Et donc, il faut que tu t'engages quand même hein, pour le livre Macaque. Il faut que tu t'engages là. Ça sort quand? Non, mais... Non, ça y est, il faut que tu nous donnes une date là. Non, mais les soucis, c'est ça. Mais on va faire une interview où on va parler du livre. Non, il faut que tu nous dises quand ça sort. Mais c'est trop. En fait, le souci, c'est que je sais même pas, je vais le sortir chez qui d'ailleurs. Non, ça, c'est pas notre problème. Peu importe, tu vas décider de le sortir. Il faut qu'il sorte. Il va sortir, il va sortir. Là, il faut t'engager là, ça y Je est. pense qu'il va sortir en janvier prochain. Janvier 2026. Ouais, il va sortir. Tu vois cette partie-là, Maître Mbeko qui dit que son livre Macaque sort en janvier. D'ailleurs, je te dis, la miniature de cette vidéo, ça sera Macaque. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Mais je sais pas si YouTube va pas te censurer. Ben, on verra bien. Tu vois? On va peut-être enlever le C, je sais pas quoi, on va mettre une astérisque. Tu vois? Faut pas que YouTube te censure, mon frère. Parce qu'ils aiment pas quand les Renois ils disent des vérités. Ils aiment pas. Ils vont préférer me voir danser, faire des petits pas de danse. Donc on va faire ça comme ça. Les GAFAM, ils sont violents. Attention. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ils censurent l'intelligence. Ils laissent la vulgarité. Ben oui, c'est ça qui est rentable pour eux. Bref, on attend. Tu as dit janvier. Hein? Janvier, ouais. Janvier, février, il va sortir. C'est toi, tu l'as dit. Hein? Cette partie, elle va être coupée et gardée quelque part. Coupée. En janvier, je vais la sortir. Je vais dire, Maître Mbeko, il est où le livre? On va sortir le livre. Janvier, février, on sort le livre. Ok, super. On attend. On attend le livre parce qu'on doit aussi être très critique par rapport à ça. Moi, j'attends, moi. Il faut le secouer. Moi, j'attends que ça. Moi, j'ai pas de difficulté avec la contradiction. Au contraire, ça me nourrit. Ça se voit que tu as de l'entraînement, en tout cas. Mais dans le métier d'avocat, on vous forme à ça, non? En tout cas, si on nous forme à ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas été formés. Hein. Ou alors qui n'ont pas bien révisé. En tout cas, peu importe, le résultat, il est pas ouf. Hein. Bon, on va arrêter le massacre, c'est Bisous à la concurrence. Bisous. Bon, l'équipe, on est ensemble comme en décembre. Et on se ressemble, donc rendez-vous ce 3 mai du côté des salons de l'Aveyron. Ça va être énorme. Minakano. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par copilly.io.